Merci beaucoup pour me permettre de présenter une partie de mon travail de thèse devant vous toutes et tous aujourd'hui. Merci beaucoup aux discutants. Vous savez, s'est déjà croisés dans les mobilisations transnationales à Tunis. Donc, merci beaucoup de votre présence. Donc, je vais vous présenter une partie de mon enquête de thèse qui porte sur les reconfigurations du mouvement des travailleurs et des travailleuses au cours de la révolution tunisienne amorcée en décembre 2010, et donc reconfiguration analysée à l'aune du genre. Je vais commencer par vous donner quelques clés sur le syndicalisme tunisien. Et donc, je vous propose d'avoir un rapide retour historique sur la naissance du syndicalisme en Tunisie et son évolution. Ce sera court, même si l'histoire syndicale tunisienne est très longue. Donc, quelques éléments. La constitution du prolétariat en Tunisie a suivi la conquête militaire de la Tunisie par la France. Et le prolétariat était alors essentiellement composé d'une main-d'œuvre italienne. Les ouvriers tunisiens ne sont devenus numériquement majoritaires qu'au cours de l'entre-deux-guerres. Le mouvement donc ouvrier ne concernait que les ouvriers européens immigrants, donc italiens comme je le disais, mais un petit peu au-delà. Et les seules organisations syndicales qui existaient étaient les organisations syndicales françaises. Dans les années 20, en même temps que s'est fondé le Parti libéral d'historiens, puis le Parti communiste tunisien, pardon, les ouvriers tunisiens ont pris conscience de leur double exploitation, à la fois en tant que nation asservie et en tant que classe exploitée. Et ils ont ainsi trouvé la nécessité de s'autonomiser vis-à-vis du syndicalisme français, étranger, très largement étranger aux aspirations nationales anticoloniales et aux revendications d'égalité des droits. Tout ça est tout à fait bien documenté dans la presse française et tunisienne académique. Donc, c'est à la suite d'une importante grève des étudiants que j'ai fondée en 1927 la première organisation syndicale tunisienne, avant d'être défaite par l'arrestation des leaders syndicaux. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, pardon, la lutte d'indépendance et syndicale s'élargit et se radicalise largement et donne naissance le 20 janvier 1946 à l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, comme je ne l'avais pas mentionné, précisé dans le papier, je le dis maintenant. Donc, après une phase d'intégration donc de l'Union générale tunisienne du travail au pouvoir étatique dans la période post-indépendance, la décennie 1973-1984 a été marquée par un regain de conflictualité. Cette période s'est également distinguée par l'ouverture de l'économie tunisienne au marché mondial sous l'impulsion du FMI, donc quelque chose qui touche l'ensemble du Maghreb et en partie l'Afrique subsaharienne à cette période. Et donc, une réforme de l'économie est intervenue en 1972 et prévoyait des incitations pour les investissements dans les industries exportatrices, puis s'est traduit par l'émergence de nouveaux secteurs et d'une forte croissance de l'emploi salarié dans le privé. C'est notamment le cas pour les femmes, désormais employées dans les industries manufacturières et les services, alors qu'elles travaillaient auparavant principalement dans le secteur public. En outre, grâce à l'élévation du niveau général d'instruction résultant du boom scolaire des années 60 mis en place par le régime post-indépendance, les travailleuses d'usine donc étaient désormais assez scolarisées. Dans ce contexte, les conflits se sont multipliés jusqu'à une grève générale de janvier 1978 qui s'est muée en une contestation globale du pouvoir politique et a conduit l'UGTT à réclamer son autonomie du pouvoir politique. Dans les années 80, la crise politique et économique s'est poursuivie sous l'influence de la libéralisation de l'économie, mais le gouvernement tunisien, sous pression des institutions internationales occidentales, persiste dans cette voie avec l'adoption en 1987 du PAS, donc le programme d'ajustement structurel du FMI. De nouveau, sous l'influence du régime, l'UGTT soutient ces réformes, donc les réformes du programme d'ajustement structurel, et s'est coupé en grande partie des travailleurs russes du secteur privé. Certains secteurs industriels, comme le textile, sont devenus de plus en plus tributaires des entreprises étrangères, se voyant confier les tâches de confection ou de montage les plus déqualifiées du processus de production. Dans les années 1990 se développent alors des centres d'appel dédiés au marché occidental qui ont illustré une nouvelle facette de la dégradation des conditions de travail et d'emploi. Voilà, ce rappel historique me semblait utile pour planter un petit peu le décor de l'UGTT et dans quel environnement donc, elle évolue au moment où éclate la révolution.
Donc, pour entrer davantage dans le vif du sujet, je vais vous parler des formes de mobilisation syndicale qui ont émergé dans le sillage de la révolution tunisienne. Et c'est un contexte où les mondes du travail sont en ébullition. Pour vous donner une petite idée de ce contexte extraordinaire, au cours de la Révolution, dans les entreprises, des zones industrielles, des villes, des villages, des travailleuses ont pris part à des mouvements de grève sans précédent. Leurs revendications étaient à la fois économiques et démocratiques, telles que l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des salaires, un emploi stable, le droit à la sécurité sociale ou encore la liberté syndicale. Elles étaient également morales, contre les humiliations et les marques d'irrespect, en somme pour la dignité. Le répertoire d'action était composite, la grève demeurait substantielle, mais de nombreuses autres modalités de lutte ont été employées, comme le sit-in ou l'occupation des lieux de travail, la grève de la faim ou encore la lutte transnationale. Ces conflits du travail ont touché tous les secteurs d'activité et particulièrement les travailleuses de la sous-traitance internationale, jusque-là aux marges de l'action protestataire. L'UGTT, donc l'Union générale tunisienne du travail, donc la centrale syndicale historique, qui était unique sous Ben Ali, a grossi de dizaines de milliers d'adhérentes, notamment du fait de l'organisation de ces nombreux travailleurs et travailleuses du privé auparavant éloignés du mouvement syndical et sur lesquels j'ai centré mon enquête de thèse. La chute du régime de Ben Ali a donc ouvert une période d'intense recomposition du champ syndical. Cette période est marquée par une forte politisation des travailleurs et des travailleuses et des transgressions des normes de genre à travers l'engagement dans les conflits du travail. Pour souligner ces recompositions, je vais axer ma présentation sur les dynamiques de mobilisation transnationale et la manière dont les rapports de genre et les hiérarchies syndicales influent sur l'action collective. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur deux études de cas. Donc la première, c'est Mondial Contact, une entreprise de centre d'appel. Et la deuxième, c'est Electro, une entreprise également de sous-traitance dans l'aéronautique. Enfin, ce sont des filiales de multinationales françaises. Je vais y revenir. Donc, ce sont des entreprises où se sont déroulées deux mobilisations transnationales en 2013-2014. L'une a pris place dans le centre d'appel Mondial Contact, une entreprise mixte, majoritairement féminine, avec 67% de femmes, mais où les syndicats sont constitués essentiellement d'hommes, tandis que l'autre a émergé dans une usine d'électronique, donc Electro, une entreprise à prédominance féminine, environ 85% de femmes dans cette boîte, impliquant un syndicat à composer au regard de la composition de genre de manière inverse au syndicat de Mondial Contact, donc un syndicat majoritairement composé de femmes. La mobilisation à Mondial Contact visait à défendre le droit syndical et la place du syndicat dans l'entreprise, ainsi qu'à lutter contre des licenciements abusifs d'employés. Et à Electro, la mobilisation visait à s'opposer à la violente répression antisyndicale qui, malgré de nombreux acquis sociaux, a conduit au licenciement de syndicalistes et d'adhérents du syndicat. Donc, on est dans la même période de la Révolution quand ces deux mobilisations transnationales éclatent et avec des revendications un petit peu similaires, mais pas tout à fait. Et donc, ces luttes, bien qu'elles aient emprunté à des modalités d'action similaires également, sur lesquelles je vais revenir, elles se sont déroulées également dans des contextes politiques identiques. Cependant, elles ont pris des chemins assez différents. Les trajectoires de mobilisation et les trajectoires biographiques d'engagement des syndicalistes ont fortement varié au regard de l'espace syndical et du genre de l'espace syndical en particulier. Donc Mondial Contact, c'est une multinationale française qui s'installe en Tunisie à partir des années 2000. Et en 2021, elle emploie environ 7 500 salariés, dont deux tiers de femmes, répartis sur différents sites de production. C'est un des plus gros employeurs privés de la capitale, en dehors des gros secteurs publics, évidemment. Les premiers syndicats UGTT apparaissent dès 2007, donc sous Ben Ali, dans un contexte autoritaire et répressif. Ces syndicats sont portés par d'anciennes militantes, militants, étudiants, étudiantes, engagés ou proches d'organisations syndicales estudiantines ou d'organisations politiques opposantes au régime. Après 2011, ces structures syndicales d'entreprise connaissent un petit renouvellement, notamment des secrétaires généraux, et par là même un certain affaiblissement du capital militant et politique. Donc, à la différence de l'ancienne génération, c'est des personnes qui se sont formées à l'engagement syndical dans l'entreprise et non pas dans les sphères de militantisme estudiantin ou partis politiques opposants à Ben Ali. Euh,
Pour expliquer un petit peu la naissance du conflit, donc euh, en 2011, alors que de nombreux espaces de travail connaissent des conflits assez importants, à Mondial Contact, un nouveau DRH est envoyé par la maison mère française, semble-t-il, hein, pour prévenir tout conflit. En tout cas, il est qualifié par les syndicalistes d'éradicateur de syndicats. En 2012, il y a tout de même une série de petits conflits qui éclatent sur les différents sites hein, de Mondial Contact, mais sans que les syndicalistes parviennent à se faire entendre. Ces syndicalistes, pardon, jusqu'à ce que la situation éclate vraiment en 2013. Et ça éclate à la suite de licenciements de salariés qui sont perçus comme abusifs par les syndicalistes. Mais la direction refuse de revenir en arrière malgré des sessions de conciliation. Au cours du conseil de discipline, donc, qui allait acter ces licenciements, les syndicalistes défenseurs des salariés et les salariés inquiétés décident alors d'occuper et de s'enfermer dans la salle de réunion. C'est le début de ce que les syndicalistes et les grévistes vont appeler la révolution mondiale contact. Donc ça a lieu en 2013 de manière un peu décalée avec tout un tas d'autres mobilisations du travail. Ce sitting dure 53 jours. Il est accompagné d'une grève de la faim assez courte, de 7 jours. Enfin, c'est long, mais court par rapport à d'autres grèves de la faim qui ont lieu en ce moment, dans le même moment en Tunisie. C'est aussi accompagné de grèves tournantes, de grèves de la faim tournantes, hein, des différents soutiens sur les sites de l'entreprise. Donc, les salariés se mettent successivement en grève de la faim, en solidarité avec leurs collègues en sit-in. Et ça s'accompagne également d'une internationalisation du conflit grâce à l'intervention du réseau syndical international des centres d'appel. Ce réseau est initié en 2011 à Tunis. Alors, il y avait déjà hein, des contacts, des bribes de réseau qui existaient en amont. Mais en 2011, c'est là où il se formalise davantage. Et il regroupe hein, des syndicalistes tunisiens de l'UGTT, des syndicalistes français de la CGT de Sud-PTT, des syndicalistes belges de la CSC. Il me semble également des Espagnols et des Marocains. Il a été fondé pour échanger sur les conditions de travail, se donner des outils pour résister collectivement au pouvoir des multinationales et à la division syndicale occasionnée par les formes modernes d'organisation du capitalisme. Moderne, très moderne. Mais bon. Il a également pour but de mettre en place des pratiques de solidarité internationale en cas de grève ou de mobilisation collective notamment, et cela a notamment été le cas en 2013 à Mondial Contact. Donc, 3 semaines après le début de 2013, on est en mars, 3 semaines après le début du conflit, pardon, on est en mars 2013 et se tient le Forum social mondial à Tunis. Et c'est une aubaine pour les syndicalistes de Mondial Contact qui vont pouvoir largement médiatiser leur cause à l'international. Plusieurs membres du réseau donc des centres d'appel sont sur place à Tunis et cela permet donc d'organiser un large rassemblement de solidarité devant le siège tunisien de Mondial Contact. Ce rassemblement réunit des militantes et des militants de plusieurs pays et contribue à ternir l'image de la multinationale alors en plein audit pour un label de responsabilité sociétale, RSE. Cette pression, combinée à une grève sur l'ensemble des sites de Mondial Contact début avril, a conduit la direction à signer un accord mettant fin au conflit, réintégrant les salariés licenciés et acceptant par là même plusieurs revendications syndicales qui sont venues s'ajouter au fur et à mesure du conflit. Très rapidement, je reviendrai un petit peu par la suite de manière croisée avec l'autre expérience, mais ce succès repose sur plusieurs facteurs, il me semble. Donc, d'abord, l'existence de ce réseau transnational préexistant à la lutte, un fort soutien de la hiérarchie de l'UGTT à cette mobilisation, j'y reviendrai aussi, et la capacité des syndicalistes à rendre visible et à s'adresser très largement à un public étranger de syndicalistes. Je vais maintenant donner quelques éléments sur la transnationalisation de la lutte donc, dans l'autre entreprise, à Electro. Donc Electro est une filiale tunisienne d'une multinationale française de l'aéronautique, hein, donc multinationale que j'ai renommée Electronica. Elle emploie en Tunisie environ 1000 salariés sur 2 sites de production et nous allons nous intéresser particulièrement à un site de production comprenant 450 salariés, dont 85% de femmes, et où s'est joué l'ensemble des mobilisations dans cette période. En janvier 2011, donc, les ouvrières déclenchent une grève pour une augmentation salariale. Dans la foulée, se constitue un syndicat affilié à l'UGTT et donc en mars 2011. Et ce syndicat est dirigé par des femmes, principalement 2 femmes, Alia et Inès.
Ce syndicat obtient plusieurs victoires majeures, des augmentations salariales, le respect des congés payés, les classifications, l'arrêt des insultes sexistes, racistes, etc. Donc, le syndicat s'impose dans le paysage de l'entreprise et réunit largement, enfin quasiment tous les salariés sont syndiqués à ce syndicat, en dehors de quelques cadres et maîtrises. En 2012, face à l'influence croissante de ce syndicat, la direction réagit par une stratégie de répression antisyndicale. Cela passe par la création d'un syndicat concurrent composé de cadres et maîtrises, la relocalisation de la production en France, des violences physiques contre les syndicalistes, puis le licenciement pardon, massif de contractuels et le déplacement d'une partie du personne titulaire en CDI. Un contractuel, c'est ce que les étudiants entendent par CDD et titulaire, c'est ce que il est entendu ici par CDI. Donc, il y a un licenciement massif de contractuels du fait de la relocalisation. Il n'y avait plus d'activité sur place, donc ça a permis à l'employeur de mettre en place ce type de pratique. Et le déplacement d'une partie du personnel en CDI, donc titulaire, vers l'autre site de production, notamment les plus mobilisés. Et puis ensuite, ça a donné lieu également au licenciement de deux ouvrières tunisiennes, de deux ouvrières titulaires, pardon. Ces deux licenciements, tous les autres modes de répression, aussi durs qu'ils soient, en fait, ne sont pas particulièrement illégaux en Tunisie. Par contre, licencier deux titulaires sans motif, en fait, est illégal. Et donc, cette illégalité permet aux syndicalistes de se remobiliser pour défendre ces travailleurs-là et leur emploi. Et en même temps que ces licenciements ont lieu, se tient le Forum social mondial, dont j'ai déjà parlé, et se tient donc un rassemblement devant l'ambassade de France, très médiatisé, mais qui n'a pas les effets escomptés, puisqu'à la suite de ce rassemblement international, en plus des deux syndicalistes, en plus des deux ouvrières titulaires licenciées, trois syndicalistes sont licenciés, dont Alia Inès, donc est principale animatrice du syndicat, et cinq autres ouvrières engagées dans l'activité syndicale, donc sont à leur tour licenciées pour diffamation envers l'entreprise. Du côté de la centrale syndicale, c'est une période où l'UGTT est absorbé par une stratégie de recomposition, de repositionnement politique à l'échelle nationale. Et les luttes locales, particulièrement celles portées par les femmes au répertoire d'actions un peu radicaux, reçoivent peu de soutien. Face à la répression donc féroce et cet isolement syndical des structures du syndicat de base, donc les figures centrales du conflit, Aïlia et Inès, vont mobiliser des relais extérieurs au monde syndical ouvrier. Donc, ouais, je vais peut-être un petit peu dépasser. Ouais. Donc, elle s'adresse aux syndicats étudiants, à l'UGET, à des associations féministes, notamment la PFD. On pourra revenir sur tous ces soutiens, à des partis politiques du Front populaire, qui est un rassemblement d'organisations de partis politiques de gauche et d'extrême gauche qui s'est constitué dans la foulée de la Révolution, des jeunes diplômés chômeurs organisés dans l'Union des diplômés chômeurs. Et ces militants, souvent multisitués, fortement politisés, s'organisent progressivement en comité de soutien, qui a largement contribué à relayer la lutte et à cadrer politiquement également la lutte, même si ça s'est toujours fait en coordination par les syndicalistes d'entreprise. Le Forum social mondial a marqué un tournant pour élargir la lutte, même si ça a conduit à d'autres licenciements. Alors que par l'intermédiaire d'une photographe militante impliquée dès 2011 dans le combat des ouvrières d'électro, il y avait déjà quelques éléments de lutte qui circulaient dans les espaces militants français. C'est à l'occasion du Forum social mondial qu'une réunion informelle se tient dans un café entre des syndicalistes d'électro et quelques militants transnationaux, on va les appeler comme ça, qui étaient déjà donc informés de la lutte. Et donc, ça a donné lieu à ce rassemblement devant le Forum social mondial, devant l'ambassade de France à l'occasion du Forum social mondial, mais ça a aussi donné lieu à la création de comités de soutien. Un premier comité de soutien donc s'est créé dans la région parisienne avec ses soutiens qui étaient présents au VFSM. Et puis en parallèle, un second comité de soutien s'est créé à Toulouse sur le lieu de la maison mère, qui a mobilisé des militantes du Front populaire résidant en France, mais aussi des militants, des syndicalistes de la CGT, de Solidaire, des altermondialistes et des militants de gauche. Un syndicaliste de la CGT que j'ai renommé Aurélien de la maison mère donc Electronica est devenu à cette occasion un allié majeur en créant des liens directs entre la filiale tunisienne et le siège de la société. On
pourra revenir sur toutes les activités qu'ont mené ces comités de soutien, mais on me dit que j'ai plus beaucoup de temps. Mais en tout cas, le comité de soutien a largement participé à la médiatisation à l'international de la lutte, par tout un tas de communiqués, d'interpellations, de campagnes, etc. Et le comité toulousain, quant à lui, disait privilégier un travail de terrain, donc tract devant l'entreprise, manifestations locales, lien avec la CGT, Electronica, etc., etc. Cette double stratégie permet donc d'amplifier la portée de la lutte au-delà des cercles militants. Euh, Je passe aussi sur tout un tas d'autres activités qui se sont redéployées sur l'entreprise Electronica et qui a été et sur l'entreprise Electro. À un moment donné, la reproduction revient dans l'entreprise Electro. Donc, ça permet de déployer, de redéployer la lutte auprès des salariés de l'entreprise et de mener plusieurs grèves. Mais à un moment donné, elles se retrouvent quand même assez isolées. Et donc, voilà, leur seule issue, c'est de mener une grève de la faim de 27 jours qui donne lieu à un accord de fin de conflit qui prévoit finalement la réintégration de la plupart des ouvrières, de toutes les ouvrières d'ailleurs, mais pas pour les syndicalistes qui ne parviennent pas à arracher leur réintégration voilà, qui ont quand même des indemnités conséquentes de licenciement. Donc très rapidement, à nouveau, on pourra y revenir dans la discussion, mais sur le genre de la transnationalisation des luttes. Donc après avoir brossé à grands traits la transnationalisation de ces luttes, l'analyse comparative de ces deux cas permet de mettre en lumière la manière dont les rapports sociaux de sexe façonnent ces deux luttes transnationales. Donc je reviens pas sur la composition genrée des syndicats, je pense que tout le monde l'a en tête, peut-être juste pour préciser, un syndicat en Tunisie, c'est 50 adhérents pour monter une structure syndicale d'entreprise, un congrès fondateur et l'élection de 7 syndicalistes qui forment un bureau syndical dans une entreprise. Euh, D'abord, une première différence assez importante sur la manière dont ces luttes ont pu se déployer sont liées aux structures ou non, au soutien ou non, pardon, des structures syndicales UGTT. Donc, à Mondial Contact, la mobilisation a bénéficié d'un soutien significatif de la hiérarchie syndicale, de la fédération des centres d'appel au bureau exécutif, à la fois en signant les préavis de grève demandés par les bases syndicales, en repoussant toute tentative d'ingérence par en haut de la direction patronale qui cherchait à négocier directement avec le secrétaire général de l'UGTT, et enfin par des gestes de solidarité tant symboliques que matériels, se traduisant notamment par le paiement d'une partie des salaires grâce à la solidarité des responsables syndicaux nationaux. Euh, c'est une solidarité ou un soutien que n'a pas eu la mobilisation à Electro. Les préavis de grève ont toujours été arrachés de haute lutte auprès de la hiérarchie syndicale. Tous n'ont pas été accordés, tous les préavis de grève n'ont pas été accordés. Certaines négociations se sont faites sans les bases syndicales avec la direction et bases syndicales qui n'ont parfois pas été invitées aux négociations, voilà. Et leur grève de la faim a été extrêmement récriminée à la fois par la structure syndicale, mais aussi par d'autres espaces de solidarité. Alors, ces relations différenciées aux structures syndicales influent sur les modalités transnationales de lutte et les réseaux transnationaux de solidarité eux-mêmes, tout en apparaissant comme des espaces assez neutres, sont en réalité assez genrés. À Mondial Contact, les relations syndicales internationales, en impliquant des responsables syndicaux intermédiaires, se sont principalement construits entre hommes, souvent permanents de leur fédération. Et ces hommes, en raison de leur position dans les rapports sociaux de sexe et des avantages qui en découlaient, étaient généralement soutenus par leur hiérarchie syndicale, en France comme en Tunisie, sinon rarement désavoués dans leur activité militante, permettant ainsi une stabilité des relations transnationales. Il s'agit il s'agit ici en rien d'une critique, mais d'un constat de la manière dont les rapports sociaux façonnent ces espaces de mobilisation. Donc ces figures militantes qui réussissent à se maintenir dans les relations transnationales stables sont donc souvent des hommes disposant de soutien institutionnel, d'un fort capital militant et d'un accès aux espaces d'entre-soi masculins dans les plus hautes sphères des organisations syndicales. À Mondial Contact, donc les syndicalistes, en s'appuyant sur ce type de réseau préexistant à la lutte et à une solidarité syndicale relativement étendue, ont ainsi bénéficié du soutien immédiat des fédérations syndicales européennes, de la CGT et de SUDPTT en particulier, qui ont relayé leur cause. À l'inverse, et je vais conclure là-dessus, les syndicalistes d'Electro, confrontés à une hiérarchie de l'UGTT peu soutenante,
ont rencontré des difficultés à tisser des alliances dans les réseaux syndicaux internationaux. Les syndicats de la maison mère en France ont été assez hostiles à leur lutte. Il y a des tracts qui le prouvent. Se sont peu mobilisés, à l'exception d'un militant, donc CGT, dont j'ai déjà parlé, mais qui est resté néanmoins assez isolé dans sa section syndicale, relativement marginalisé, notamment, et c'est lui qui le dit, en raison de préjugés culturels, et j'ajoute également genrés, des syndicalistes français. Je pourrais détailler davantage là-dessus. Donc, face à ce déficit de soutien institutionnel, les ouvrières et les syndicalistes se sont donc tournés vers des solidarités par en bas, hors des espaces syndicaux de l'entreprise, de la multinationale ou du secteur d'activité, donc ce qui a donné lieu à ces comités de soutien en Tunisie et en France, avec des personnes, voilà, des féministes, des étudiants, des militantes altermondialistes, etc. Et les ouvrières ont ainsi développé des formes assez alternatives de lutte, plus innovantes, combinant différents répertoires d'action, comme cela donc a déjà été démontré dans de nombreux travaux portant sur des luttes de femmes. Et je m'arrête là parce que j'ai vraiment trop dépassé. Désolée. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Je passe donc la parole d'abord à Xavier Bureau, hein, qui a une petite contrainte de temps, donc interviendra au moins sur un des deux Oui. cas cités ici qu'il connaît bien, il me semble. Donc la parole est à vous, Xavier. Merci. Oui. Alors, je connais bien, mais je connaissais sous un autre nom, mais c'est pas grave. Oui. Euh, sur le conflit mondial contact, notre fédération a intervenu, alors, je dirais pas en même temps que Sud, mais quasiment en même temps, parce le réseau UGTT et CGT est plus compliqué que le réseau UGTT Sud, donc on a eu des informations, mais euh, moi, notre soutien à nous, CGT, dans ce cadre-là, a été basé sur une réflexion qu'on a, c'est que l'action militante pour défendre les intérêts des salariés, elle passe obligatoirement par défendre ceux qui sont les moins bien lotis, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est-à-dire, on peut pas défendre nos droits, on peut pas acquérir de nouveaux droits si on laisse en marge des gens avoir des droits bafoués. Donc pour nous, il est important de créer ces solidarités internationales, créer ces solidarités inter-entreprises, parce que on peut pas rester un îlot de droits privilégiés dans un monde où tous les droits se cassent la figure. Si on veut protéger nos droits, on est obligé d'aller euh, se battre pour que les droits des autres soient déjà protégés, mais aussi améliorés. Donc ça, c'est la philosophie qui a mené notre action depuis, alors 2011, ça c'est la première rencontre à Tunis, mais il y avait eu le forum à Dakar l'année d'avant, si je ne me trompe pas, où une délégation de notre fédération avait été et avait commencé à tisser les liens pour créer ce réseau international des centres d'appel. Euh, nous, alors la façon dont on a créé le réseau, a été faite un peu, je dirais, en contradiction de ce qui se passait sur une autre organisation internationale de syndicats qui est l'UNI, dont l'UGTT appartient, dont la CGT appartient. Mais nous, on avait trouvé un défaut à l'UNI, c'est que l'UNI, c'était beaucoup de permanents, euh, de politiques, de cadres syndicaux qui venaient en réunion et qui étaient déconnectés du terrain. Donc ce que nous, on a voulu avec Sud et puis avec l'UJTT, avec la CGT espagnole, avec l'UMT marocaine et d'autres, c'était de dire que nous, fédération, ce qu'on doit faire, c'est mettre en contact les camarades des différentes entreprises avec leurs homologues des autres pays pour qu'ils discutent entre eux et qui crée des solidarités. C'est cette création de solidarité qui a permis l'action qui a eu lieu à Tunis sur Mondial Contact, parce que on aurait jamais pu arriver à faire ce qu'on a fait sans que les camarades de l'entreprise française soient conscients qu'il y avait un problème. Et pour qu'ils soient conscients, il faut qu'ils connaissent les gens en face, qu'ils aient des liens avec ces gens-là pour avoir une certaine solidarité. Sans ces liens, il n'y a pas de solidarité. Il y a une solidarité de façade. Donc,
Nous, on a voulu, dès le premier forum social qu'il y a eu à Tunis, je crois que c'était 2013. Non, il y en a eu un avant, parce qu'il y en a eu deux à Tunis, des forums sociaux. Dès le premier, on a envoyé une délégation de camarades qui étaient des homologues français, des camarades qui étaient comment ça s'appelle, implantés en Tunisie, afin qu'ils puissent se rencontrer et créer des liens. Et sur Mondial Contact, ça a bien fonctionné parce que au moment des événements, on a été averti relativement rapidement du conflit qu'il y avait. On a relayé avec Sud au sein de l'entreprise Mondial Contact, dans le comité d'entreprise de l'époque, des déclarations. On a fait aussi un certain nombre de communiqués de presse sur le sujet pour dénoncer ce qui se passait. Moi j'ai eu personnellement des contacts avec la DRH groupe pour essayer de faire un intermédiaire pour dire c'est pas possible, vous pouvez pas bafouer tous les droits des salariés comme ça, puis dire que comment on s'appelle, c'est eux les voyous. Donc on a tenté. Il est vrai que la mobilisation qui a eu lieu en 2013 devant Mondial Contact, organisée en parallèle du forum, a été quand même une mobilisation assez importante. Nous avons trouvé des camarades de différents pays, et pas tous des centres d'appel. On a eu un élargissement. On a eu des politiques français qui sont venus, notamment un célèbre facteur qui est venu faire une déclaration de soutien et qui a eu comme ça la possibilité d'avoir une audience presse un peu plus importante. Tout ça, on l'a organisé, et ça a été possible parce que cette organisation a été faite par les camarades de la base, même si nous, on était, on va dire, des entremetteurs pour que les gens ils se connaissent, mais après, c'est eux qui ont construit cette solidarité. Et entre-temps, entre 2011 et 2013, on a eu aussi un autre événement qui a été important, c'est qu'à Saint-Denis, on a organisé pendant 3 jours un colloque, le premier colloque international des centres d'appel, où on a réuni, je crois, c'était loin de 200 personnes venues de 10 pays différents, où là, ils ont pu expliquer leurs expériences en termes de conditions de travail, en termes de droits, de façon de travailler des directions. Et là aussi, ça a permis de créer une solidarité parce que la plupart des camarades, notamment français, avaient un a priori de dire les travailleurs qui sont en offshore, c'est des voleurs de métier, c'est-à-dire on pique mon boulot. Et quand on leur explique que c'est pas eux qui ont choisi, eux ils ont besoin de vivre et qu'en plus ils subissent les mêmes conditions de travail, voire dans certains cas même pire que les nôtres, ça a créé un lien et ça a créé une vraie solidarité. Et c'est ce qui a conclu à la création de ce réseau, création de ce réseau qui dernièrement a fait un nouveau colloque sur un thème qui est le nouvel adversaire des centres d'appel, qui est l'intelligence artificielle, où on a réuni pas loin de 300 personnes, et là on avait, je crois, une douzaine de pays, dont les Philippines, dont le Brésil, en plus du Maroc, la Tunisie, l'Espagne, on avait aussi le Portugal. Euh, et là aussi, on s'est aperçu que on avait la même problématique d'un ennemi commun qui était l'IA, qui allait grignoter notre travail, qui allait changer notre façon de travailler, qui risque d'augmenter la charge émotionnelle et intellectuelle de ce travail. Et donc, on a discuté et ça a permis de recréer une nouvelle dynamique. Et on espère pour pouvoir aider, notamment là, actuellement, il y a un conflit, il y a deux conflits. Il y en a un au Maroc contre une des filiales de Mondial Contact, et il y a un autre en Tunisie sur un conflit où une section, un syndicat UGTT s'est créé dans une entreprise, et l'entreprise a licencié l'intégralité des membres du syndicat, les membres affichés du syndicat, donc les sept personnes qu'on doit nommer pour créer le syndicat, ils ont été licenciés sur le champ.
Donc là, on est en train de mener un combat aussi à essayer de faire bouger comment ça s'appelle, la, la direction française. Et petite chose à voir, c'est que euh, si en 2013, le syndicat uni n'avait pas bougé du tout sur la question de Mondial Contact, là, sur la nouvelle question là, du syndicat qui a été, du moins, les syndicalistes ont été licenciés, l'UNI a mis en marche tout un tas de réunions pour faire pression sur le patronat. Donc, ça fait aussi bouger les choses, le fait que les salariés et les syndiqués de tous les pays se rencontrent, discutent, créent des solidarités à la base. Ça fait bouger aussi à la fois nos structures, mais aussi les structures annexes. Et puis, ça permet de faire bouger les lignes par rapport au patronat. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup, Xavier. Il y aura les questions, un temps de réponse pour Sarah après l'intervention du prochain intervenant. Jean-Marie Pernaut, donc chercheur associé à l'IRES. Donc, je te donne la parole, Jean-Marie, pour tes commentaires. Merci. Merci. Alors, j'avais pas bien les paramètres de la discussion, notamment l'intervention préliminaire de Sarah. C'est vrai qu'on a l'habitude souvent de commencer par l'intervention du discutant. Donc, j'avais prévu un certain nombre de questions, d'éclaircissements par rapport au papier, mais bon, c'est pas grave, ils ont été en grande partie apportés, donc ça va alléger un peu mon propos. J'ai pas la tâche de présentation. C'est vrai que l'habitude aussi. Alors là, on a une discussion un peu particulière sur mais encore une fois, qui a été là remis en perspective sur certains sujets, l'extrait d'une thèse, parce que c'est compliqué de construire l'extrait d'une thèse, parce qu'on voudrait tout mettre ce qu'on a fait dans la thèse, et comme il n'y a pas la place, ben, des fois, on est obligé de présenter les choses sans toujours les démontrer complètement. Et s'il y a une objection du discutant, la réponse c'est bah, j'ai développé dans la thèse, mais je ne pouvais pas le mettre, hein. Donc on va essayer d'éviter cet exercice bien connu, euh, mais bon, en fait, les questions que je voulais poser, c'était d'abord d'avoir des éclaircissements un peu sur l'UGTT, l'environnement syndical. Donc là-dessus, Sarah a apporté une grande partie des réponses. Peut-être quand même si sur la structure de l'UGTT que j'ai pas toujours saisi, parce qu'à un moment donné, vous parlez de la région UGTT et après de la fédération, notamment dans le cas d'Electro, parce que semble-t-il, bon, la région a eu un suivi que vous décrivez assez bien, sur lequel vous êtes revenu. La fédération, vous dites à un moment, elle était très hostile au conflit. Elle apparaît nulle part dans ce que vous avez écrit. Donc, comment ça s'articule, ça, au sein du GTT? Bon, ça, c'est un défaut de connaissance que j'ai de l'UGTT. Par contre, ce que vous rendez très bien dans le papier, c'est un petit peu cette indécision stratégique, hein, de l'UGTT. Là, vous avez rappelé son rôle dans le système Ben Ali, parce que malgré tout, elle était quand même partie prenante du système postcolonial en Tunisie, ce qui s'explique très bien historiquement, et que progressivement, elle s'en est détachée un peu, au point d'être quand même le lieu central de la contestation du système politique Ben Ali. Donc on voit une organisation qui joue un certain rôle dans la société, et qui, alors, ça, je ne sais pas si vous le développez, mais c'est le sentiment qu'on avait pour en avoir discuté un peu à l'époque, c'est que, bon, Enarda ressort victorieuse de la consultation électorale, et du coup, l'UGTT est un peu provoquée par ça, parce que Enarda n'est pas sa tasse de thé, mais en même temps, elle essaie et ça, je trouve qu'on le retrouve un peu dans ce que vous dites à la fin sur le rôle de l'UGTT, elle essaie de se remettre en selle comme opérateur de médiation sociale. Un peu. Enfin, c'est le sentiment que j'en tirais de à la fois ce que vous écrivez et de ce qui m'a été dit un peu sur cette situation, et que peut-être ça peut expliquer aussi cette espèce de pas de deux. On voit pas très bien. L'UGTT soutient le mouvement, mais enfin, bon, soutient plus les grévistes que vraiment les syndicalistes, etc. Et on a le sentiment que cette imprécision stratégique dans laquelle se trouve la centrale syndicale, redoublée par ces tensions internes, hein, probablement, et du coup, ça m'amène à... Parce que ça renforce un peu la question que je me posais. En fait, vous cherchez à nouer, mais bon, c'est propre peut-être de cet extrait, hein, qui est pas, et je trouve que c'est pas très bien articulé, deux paradigmes qui sont importants. C'est celui des luttes transnationales et celui de la question du genre. Alors,
comment ça intervient, comment ça interfère, bon, ça va vite dans le papier des fois, mais comme ça semble être un peu le cœur de votre problématique de thèse, j'imagine que c'est évidemment beaucoup plus développé dans le document d'ensemble, mais je trouve que ça n'emporte pas totalement la conviction, c'est-à-dire comment les deux se nourrissent. Bon, j'avais d'autres remarques, mais je ne les ferai pas parce qu'elles tombent un peu à plat après ce qui a été dit. Enfin, juste une question aussi pour notre intervenant, enfin, celui qui m'a précédé, Xavier Bureau, avant qu'il parte à autre chose, les centres les centres d'appel, mais là c'est une question presque de boutique, mais c'est l'articulation entre les sociétés d'études et les télécommunications. Dans la société, c'est pas la même fédération. Une fédération qui recouvre historiquement les PTT. Je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. C'est les télécommunications plus largement, hein, que les PTT, bien sûr, mais on la trouve étrangement absente dans ce débat. Est-ce que les centres d'appel, est-ce que vraiment ils ne relèvent pas du tout de ce champ fédéral et de celui des sociétés? Enfin, je n'ai pas bien compris l'articulation, mais il y a un acteur présumé manquant totalement, qui est la fédération qui, dans la CGT, est censée suivre le secteur. J'espère que je ne touche pas à un sujet sensible et de tension interne, mais peut-être quelques éclaircissements seraient utiles. Mais moi, en fait, je voudrais revenir et conclure juste là-dessus, parce que sur le reste, j'ai appris beaucoup en vous lisant et en vous entendant, mais c'est sur la question des relations syndicales transnationales. Euh, je suis un peu resté sceptique, c'est ce qui est les quelques remarques que vous nous amenez entre la page, enfin j'ai repaginé hein, le texte. Euh, sur l'articulation entre les mobilisations transnationales et la question du genre. Enfin, les rapports sociaux de genre et les rapports sociaux de race, vous dites, bah, bon, je suis un peu gêné, j'imagine, comme d'autres par l'appellation, mais peu importe, on voit ce que ça veut dire. C'est les rapports Nord-Sud, en fait, qui sont derrière ça, mais peut-être plus généralement. Euh, alors, vous vous appuyez beaucoup sur Tarot, hein, bon, parce que c'est Tarot et les auteurs anglo-saxons qui ont travaillé là-dessus, donc c'est là-dessus aussi que je me permets de dire des choses, parce que moi, ils m'ont aussi beaucoup inspiré dans les réflexions sur les articulations syndicales internationales, mais ça mêle toujours deux niveaux qui sont, un, la contestation internationale, c'est-à-dire tout, alors c'est un registre très large, et les relations syndicales transnationales, qui en sont qu'une partie, mais qui, à mon avis, ont quand même des spécificités qui ne sont pas entièrement recouvertes par les mouvements sociaux internationaux, hein, qui étaient très présents dans les années jusqu'à celles que vous évoquez. Hélas, un peu retombé depuis, hein, mais enfin à l'époque, le forum, on voit beaucoup arriver le forum mondial social, les forums sociaux mondiaux, qui ont joué un rôle important dans ces années-là, les mobilisations altermondialistes, etc. Donc on avait, et c'est vrai que c'était des objets intéressants à étudier, et on a utilisé les outils qui avaient été élaborés pour réfléchir un peu aux connexions syndicales internationales. Mais vous dites par exemple que les relations transnationales des mouvements sociaux, c'est d'abord une question nord-sud. C'est-à-dire que ça part du nord et puis, bon, éventuellement, on va voir un peu la prise en compte du Sud vient après quand elle vient. Hein. Donc il y a une espèce de reproduction des rapports, enfin, les préjugés, l'ethnocentrisme, etc. Enfin tout ce que peut véhiculer les relations Nord-Sud quand elles traversent les grandes organisations. Ça a été dit un peu, je pense qu'au sein d'UNI ou autre, évidemment, on retrouve tout à fait ça. Mais je suis là-dessus, je suis pas sûr. Les relations syndicales internationales, d'abord, elles sont très antérieures à tout ça. Hein. Elles prennent naissance, je ne reviens pas sur l'histoire des internationales syndicales ou des internationales sectorielles, mais là, ça descend d'un cran dans les équipes militantes, c'est d'abord au sein des entreprises multinationales. Et celles qui émergent historiquement, c'est pas des rapports nord-sud, c'est d'abord des rapports nord-nord. Hein, c'est les années 60, 70, à partir des multinationales, je renvoie aux travaux de Levinson, hein, qui est un peu les antériorités sur ces sujets-là, et on est dans des rapports nord-nord, c'est les multinationales américaines
et leur pendant en Europe. Et c'est pas du tout construit sur des relations de solidarité. C'est construit sur des relations d'intérêt partagé, d'intérêt mutuel. C'est pas la solidarité, c'est l'efficacité qui est au cœur de cette volonté de coordonner les négociations d'abord, mais aussi les mobilisations quand il y a pu y en avoir à l'intérieur de ces entreprises multinationales. Mais l'idée, c'était pas en solidarité avec les travailleurs européens, c'était aussi pour que les travailleurs nord-américains y trouvent leur compte. Empêcher que la stratégie des employeurs joue sur tout ce clavier très étendu de possibilités que donne la sous-traitance, le déplacement des productions, les négociations éclatées, les salaires différenciés, etc. Donc l'idée de l'action syndicale internationale, et d'ailleurs Tarot insiste beaucoup là-dessus, c'est ce qui spécifie un peu, selon lui, les relations syndicales internationales par rapport aux autres formes de contestation transnationale, c'est la base matérielle. C'est-à-dire que ça doit se construire sur un intérêt commun qui renvoie aux questions de salaire, de qualification, d'emploi, etc. Et c'est là-dessus qu'on peut construire. Alors là, c'est pas des solidarités, c'est des identités communes, des identités collectives communes. Et là, un passage dans votre texte, c'est très, il y a un biais un peu culturaliste, si vous voulez, je trouve, dans la façon dont vous abordez le syndicalisme international. Vous le dites à un moment, d'ailleurs, c'est les militants du Sud, ils s'y retrouvent parce que culturellement, ils ont plus de connaissances de la culture de l'autre que ne l'ont les Français par rapport aux Tunisiens, aux Marocains, etc. Alors, ce qui est vrai, il y a un écart, bien évidemment. En plus, vous soulignez à juste titre la question de la langue, enfin, le rapport colonial, alors qui là, en l'occurrence, est inversé. C'est-à-dire, il donne des atouts aux élites du Sud, puisqu'elles connaissent mieux la culture de l'autre que les Français par rapport aux pays du Maghreb. Mais je ne suis pas sûr que le fondement des relations syndicales internationales y soit dans des attributs individuels. Et je trouve que là, vous ne faites pas assez la différence. On le voit d'ailleurs quand vous dites, mais les militants du Nord, ils n'ont pas d'identité collective. Tarot le souligne ça, effectivement, mais l'identité collective, c'est pas un attribut individuel des gens, c'est la capacité qu'ont les organisations à faire naître une identité justement qui transcende l'origine nationale des mobilisations. D'ailleurs, Tarot, il a établi je l'avais utilisé, moi je trouve que c'est assez utile pour essayer de qualifier la nature, l'intensité des relations syndicales internationales, une typologie en 4 niveaux sur ce que ça met en commun quand on agit ensemble au niveau international. Et dans sa classe, dans sa typologie, il y a, bon, je ne vais pas le rappeler, je les ai encore un peu en tête, mais au moins il n'y a que les 2 niveaux les plus intenses, c'est-à-dire des relations syndicales prolongées sur des objectifs communs qui peuvent faire naître des identités collectives. Parce qu'il peut y avoir une solidarité dans l'action, alors là, quand on reste au stade des solidarités, on ne construit pas d'identité collective. Les identités collectives, elles se construisent sur des identités, sur des objectifs communs, sur du travail en commun, sur une construction continue. Alors, par exemple, le réseau des centres d'appel, c'est typiquement le genre de structure qui peut permettre ça, hein, c'est-à-dire des interactions prolongées, la définition d'objectifs communs, et à partir de là naissent des identités collectives. Et je trouve que c'est plus, parce que sinon on tombe dans le biais. Là, l'ingénieur français qui, avec un tout petit peu de condescendance, dit oui, mais moi j'ai une conscience internationale parce que je lis beaucoup, alors que les autres, hein, en gros, les beaufs et tout, ce qu'ils pensent c'est à leur salaire, et ils ne regardent pas. Bon, je radicalise le propos, il n'a jamais dit ça, mais je trouve que ça suggère quand même un biais de ce type-là, alors que simplement, la solidarité, elle n'est jamais spontanée. Et je trouve que ça, alors des fois vous glissez de ce registre-là au registre de genre, parce qu'en plus dans le deuxième cas où ça a été très difficile à Toulouse, c'est que en plus c'était des femmes, quoi. Mais alors on ne sait pas trop à quoi vous attribuez l'attention, et là, vous ramenez la question du genre, mais je trouve pas toujours de façon extrêmement convaincante. Alors attention, hein, moi je partage, je trouve que c'est très important cette question-là. Et d'ailleurs, je trouve la dernière page est tout à fait remarquable, hein, dans le texte que vous donnez, parce qu'elle nous donne des clés de compréhension de ce qu'il y a derrière, hein. C'est-à-dire effectivement des réalités culturelles très ancrées, en l'occurrence la place des femmes dans le monde arabo-musulman, mais il ne faut pas le réduire à ça, parce que
ayant eu un passé syndical il y a assez longtemps, mais j'ai eu aussi affaire à des grèves de femmes dans les années 80, et on retrouvait ces problèmes-là en France aussi. C'est-à-dire bon, pour mémoire, un conflit dans le monde des mécanographes, des dactylocodeuses, comme on les appelait à l'époque, dans une institution publique, un conflit de 50 jours, etc. Le nombre de divorces qu'il y a eu après était tout à fait considérable. Et donc, avec des mecs parfois syndicalistes, hein, qui trouvaient pas très bien d'occuper les locaux le soir parce qu'on savait pas ce qui s'y passait, etc. C'est pas propre au monde arabo-musulman, hein. On a eu ça chez nous et probablement que ça se retrouverait aussi sans avoir besoin de gratter très bien. Donc la question du genre, elle est centrale dans les conflits, j'en suis bien d'accord, hein. Mais je trouve que là, entre les relations internationales et la question du genre, ça apparaît pas dans le texte qui est là, hein. Ce que je veux dire, c'est là que vous pouvez me renvoyer évidemment facilement à votre thèse où j'imagine que c'est beaucoup plus développé, mais ça emporte pas totalement la conviction. Par exemple, l'UGTT, qui a l'air à la fin du conflit, vous dites, elle soutient pas les syndicalistes. Au fond, alors la fédération de la métallurgie, visiblement, s'est pas intéressée à la chose. La région, davantage, enfin, elle a eu affaire avec. Bon, apparemment, on les voit quand même intervenir sur le règlement des grévistes. Les deux syndicalistes, ce qu'elles ont fait, c'est ils ont essayé de sauver leur peau avec des indemnités de licenciement conséquentes. Mais si ça avait été des hommes, est-ce que vraiment ils auraient agi autrement? Parce qu'en fait, on voit bien qu'on a une bureaucratie qui est un peu gênée par des moyens d'action qu'elle ne contrôle pas totalement. Ça, d'ailleurs, c'est universel, hein, conflit de femmes ou pas. Les bureaucraties, elles ont leurs habitudes. Quand un conflit dépasse un peu ce qu'elles ont l'habitude de gérer, elles sont pour le moins hésitantes quand elles n'essaient pas de les contourner complètement. Une bureaucratie qui n'associe pas syndicat de base aux négociations qu'elle mène au niveau d'au-dessus, il n'y a pas besoin de convoquer la question du genre, ça arrive très très souvent, hein. Donc voilà, je trouve, et encore une fois, c'est pas pour nier, hein, le rôle de la question du genre dans la conflictualité telle qu'elle se déploie. Et je trouve que là vous apportez pas une conviction totale sur le rôle que ça a joué dans ce cas-là. Voilà, bon, les quelques remarques que je voulais faire en vous remerciant, parce que moi j'ai appris beaucoup, puis je pense que dans la thèse aussi, on doit apprendre beaucoup sur la Tunisie et au-delà, enfin, les questions que ça peut poser aux relations syndicales internationales. Merci beaucoup pour cette lecture attentive et tes remarques, Jean-Marie. Donc, je passe la parole à Sarah pour vous répondre. Tu sais à quelle heure il doit partir? Euh, On a encore le temps. Vous avez encore le temps? Oui, oui, vers 11h30, ça ira. Ok. d'accord, ok. On vous donnera par la suite Oui, l'occasion de répondre aussi à l'interrogation de Jean-Marie. Mais peut-être d'abord, vous répondez maintenant, Xavier, Bon, à si vous voulez. l'interrogation de Jean-Marie? Hmm. Sur la question du champ syndical en sein de la CGT, alors il y a un débat, hein. Il y a même eu des actions en justice, mais faut savoir que les centres d'appel, il y a deux types de centres d'appel. Il y a les centres d'appel qui sont intégrés à une entreprise, c'est-à-dire c'est les centres internes. On en trouve bien sûr sur Orange, mais on en trouve aussi dans tout ce qui est EDF, les mutuelles et autres. Ça, ces centres-là dépendent de leur convention collective et donc de la fédération qui gère la convention collective applicable à l'entreprise. Là, nous, ce qu'on s'occupe, c'est les prestataires de services. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont des sous-traitants de grosses entreprises et qui ont comme spécialité de faire que du centre d'appel. C'est leur métier de base. Et donc, ils ont une convention collective particulière que notre fédération gère. Donc, c'est pour ça il y a pas la FAP, parce que la FAP, normalement, son champ, c'est le champ des télécoms, mais la relation client par téléphone, c'est pas des télécoms. C'est un métier à part. On peut pas, comment ça s'appelle, limiter l'activité centre d'appel au fait qu'on utilise le téléphone. Parce que si on dit ça, demain il y a plus de téléphone, hein. Demain il y a que des réseaux informatiques. Le téléphone filaire disparaît, c'est que des réseaux informatiques. Et donc, réseau informatique veut dire informatique, et donc notre fédération. Si on va jusqu'au bout de la bêtise de réflexion, ça serait ça. Mais nous, c'est la question, c'est la convention collective applicable, et dans les centres de prestataires,
La convention applicable, c'est la convention collective des prestataires de services tertiaires, qui est une convention qui date de 99 et que les centres d'appel se sont rattachés en 2002. Voilà pour ça. Après, pour les rapports Nord-Sud et autres, il y a une chose qui manque peut-être dans le rapport de Sarah. Voilà. C'est il y a une question aussi, la question qui est donneur d'ordre, sous-traitant, qui accentue encore plus. C'est-à-dire, vous avez déjà la question donneur d'ordre, sous-traitant, où déjà là on a une fracture. On considère que les sous-traitants c'est des voleurs de métier, ils sont moins bien qualifiés que nous et en plus ils font un prix inférieur. Mais en plus vous le mettez à l'étranger. Alors quand vous le mettez en Europe encore, on va dire il y a une certaine culture donc mais quand vous le mettez au pays du Maghreb ou en Afrique subsaharienne, il y a encore un autre biais et tous ces biais-là, il faut qu'on lutte contre ces biais-là. Et c'est la première chose que nous, on s'est amené à faire, c'est ça, c'est lutter. Et la seule façon de lutter contre ces biais-là, c'est que les copains, ils se rencontrent. Parce que quand vous avez passé 2, 3 jours à discuter, parler de votre métier, des conditions que vous faites, eh ben, ça crée des solidarités. Ça crée au moins des premiers liens qui permettront d'asseoir la solidarité. Et ce sera pas de solidarité bureaucratique, comme on peut voir dans d'autres structures. Voilà ce que je voulais à peu près dire. Merci. Merci Xavier. Donc, là, on te donne la parole pour répondre aux deux interventions et après, on va ouvrir la discussion ici à la salle. Oui, ben, merci beaucoup pour ces précisions, enfin toutes les précisions d'ailleurs que tu as apportées Xavier, parce qu'effectivement des fois ça va un petit peu à la hache sur certains trucs, et donc tu as un peu refait le déroulé en partant du FSM de Dakar en 2009 jusqu'à dernière mobilisation actuelle, grâce au réseau transnational des syndicalistes des centres d'appel. Euh, je ne sais pas comment répondre à toutes ces questions et ces remarques. Juste peut-être pour commencer sur quelque chose d'un peu... c'est vrai que moi, je me suis pas du tout intéressée aux relations syndicales euh, entre bureaucratie syndicale. C'est-à-dire que je me suis pas intéressée à l'UNI, je me suis pas intéressée au syndicat international dont le nom m'échappe à la SM. Merci, voilà. Donc, j'ai vraiment regardé dans les niveaux intermédiaires et dans les niveaux de base, et même y compris effectivement dans les niveaux intermédiaires, il y a des syndicalistes de base qui sont impliqués là-dedans. Mais ce que je voulais juste montrer, c'est que quand il y a des espaces intermédiaires avec des syndicalistes qui sont qui ne changent pas tous les 4 ans, tous les 7 ans, etc., ça permet quand même de maintenir une solidarité internationale sur le long terme. Et de fait, ça, c'est des choses qu'on remarque partout dans nos syndicats à travers le monde. Plus les postes de permanents, enfin voilà, il y a beaucoup de postes de permanents qui sont quand même occupés par des hommes syndicalistes et c'est pas, je veux dire, c'est comme ça, enfin, c'est un fait. Donc voilà. Et de fait, c'est dans ces espaces-là que les relations syndicales et les solidarités syndicales internationales arrivent à se maintenir davantage que dans d'autres espaces. Donc ça, c'est un premier point. C'est voilà, c'est pas du tout pour remettre en question ce réseau syndical. Moi, j'ai fait plein de réunions avec les camarades et c'était vraiment hyper intéressant. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Et c'est un réseau qui marche encore bien aujourd'hui. D'ailleurs, il y a aussi le conflit qui a lieu à Athènes, en plus des deux autres que tu as cités, qui sont aussi voilà, organisés. Enfin, là, il y a une rencontre à Athènes entre responsables syndicaux intermédiaires de l'UGTT, de Solidaire. Et c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps, qui sont dans leurs espaces syndicaux depuis très longtemps, qui sont peu affectés par des menaces de licenciement, etc. Donc, ça permet un maintien de ces réseaux-là. Et c'est parce que c'est aussi entre hommes que ça se passe. Euh, de manière, moi, dans ma thèse, j'ai croisé de multiples mobilisations syndicales, pas seulement à Electro et à Mondial Contact. Je pense que j'en ai
je ne sais pas combien de syndicats d'entreprises j'ai enquêté, mais plus d'une dizaine. Dans toutes les mobilisations, quand c'est des femmes, elles sont licenciées. Quand c'est des hommes, soit la centrale syndicale soutient, soit les syndicalistes sont licenciés mais sont rattrapés par l'organisation syndicale, sont embauchés par le public ou sont embauchés par l'organisation syndicale. C'est systématique. Systématique. Donc, tous les conflits que j'ai observés dans la sous-traitance internationale entre 2011 et 2019. Les femmes partent, les hommes restent, dans l'entreprise ou pas. Mais en tout cas, ils restent dans l'organisation syndicale. Les femmes ne restent pas dans l'organisation syndicale. Le premier niveau, c'est évidemment la répression patronale et très très forte dans les cas de sous-traitance internationale où le patronat français notamment se croit tout permis en Tunisie. Parce qu'il y a des droits en Tunisie, hein. Il y a des droits, sauf qu'en fait, ils ne sont pas respectés. Ils ne sont jamais respectés par le patronat français. C'est pas des lieux de non-droit, c'est des lieux de non-respect du droit, ce qui est un peu différent. Euh, donc, voilà, en fait, enfin, ça, c'est le tableau un petit peu général. Et ce que j'ai essayé de montrer, de souligner comment le genre influe dans les relations transnationales, dans les entreprises où, de manière assez affirmée, les structures, l'ensemble des structures de l'UGTT soutient les mobilisations. En fait, ça permet aussi de déployer le réseau la contestation transnationale ou des réseaux syndicaux transnationaux. Et de fait, dans le conflit à Electro, la CGT Métallurgie était extrêmement mal à l'aise pour soutenir ce conflit parce que la CGT Métallurgie, parce que l'UGTT Métallurgie ne soutenait pas. Et en fait, j'ai pas d'infos très précises sur la CGT Métallurgie, mais en tout cas, j'ai suivi l'intégralité du conflit à Electro. Ils ne sont jamais venus, ils n'ont jamais intervenu et ils ont fait passer le message à la CGT Métallurgie, je le sais par le cas de militants d'Electronica, qu'ils n'étaient pas soutenants, enfin que clairement ils étaient assez hostiles en fait. Et ça, c'est voilà, il y a probablement tout un tas de raisons qui expliquent ça. Je ne les ai pas dans le détail, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et ouais, peut-être enfin voilà, pour un peu éclaircir ce point-là. Euh, Quand je m'appuie sur Tarot, je m'appuie sur un texte, notamment, pas que, mais sur un texte qui s'appelle Cosmopolite enraciné et militants transnationaux. Donc, il n'est pas question des structures syndicales internationales. Oui. On est bien d'accord. Donc, je ne parlais pas du tout de ça. Donc, la confusion, à mon avis, elle vient. On va vous appuyer sur d'autres textes de Tarot. Oui, mais notamment sur celui-là, sur la propriété des militants. Je m'appuie bien sur ce texte-là, sur militants transnationaux, cosmopolites enracinés. En fait, juste ce que je voulais essayer de montrer par là, et les rapports Nord-Sud ne sont pas complètement absorbés par les rapports sociodras. En fait, quand on lit les communiqués de certains d'organisations syndicales sur le conflit d'électro en particulier, ce n'est pas que des relations Nord-Sud, c'est du nationalisme très affirmé, du protectionnisme très affirmé. Les syndicalistes et les travailleurs en France ont été très contents de la relocalisation, même si ça mettait à plat un syndicat d'entreprise en Tunisie. Ils étaient contents de la relocalisation. C'est écrit noir sur blanc dans leurs tracts syndicaux. Donc, c'est un État, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, connaît nos sociétés. Enfin, c'est pas vraiment des choses très très nouvelles. Xavier l'a tout à fait bien expliqué. C'est des rencontres à la base, des discussions qui permettent un peu de déconstruire tous ces a priori-là, mais ces a priori, ils existent et ça fait partie de. Enfin, ça s'analyse à l'aube notamment des travaux sur les rapports sociaux de race, pas seulement sur la question des Nord et des Sud. Il y a tout un champ de littérature foisonnante sur la question. Voilà, je vous parle pas aller voir si pour plus de développement, même si c'est voilà. Mais enfin, moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que Xavier vient de présenter. En fait, il y a des situations où il est possible de se rencontrer à la base, de construire des relations transnationales, syndicales à la base. Et il y en a d'autres où c'est moins possible. Et le cas d'Electro est tout à fait significatif de ce point de vue-là. Elles se sont systématiquement adressées à l'ensemble des syndicalistes de la maison mère et des donneurs d'ordre en France de la maison mère d'Electro, donc des gros avionneurs français.
quasiment personne n'a répondu présent. Euh, c'est aussi parce que, en fait, dans les relations syndicales internationales, ce qui se passe, par exemple, pour les centres d'appel, enfin, tout ce qui a été monté par le réseau, etc., il y a des possibilités de rencontres à la base. Donc, ces échanges, ils peuvent se faire. Les syndicalistes femmes dans les entreprises ne sont quasiment jamais, quand c'est des syndicats de femmes, ne sont quasiment jamais invités à ces réunions syndicales internationales. Elles existent dans la métallurgie. Euh, une des syndicalistes a participé une fois à une de ces rencontres-là. C'est là où elle avait rencontré le syndicaliste de la CGT Electronica, mais ça ne s'est jamais reproduit. Il n'y a jamais eu de possibilité d'intégrer les espaces internationaux, transnationaux. Ces femmes-là sont généralement exclues de ces espaces syndicaux transnationaux. Donc, en fait, pour pouvoir construire ces relations à la base, pour pouvoir déconstruire les a priori des syndicalistes français qu'il peut y avoir, en fait, il faut déjà pouvoir y accéder à ces espaces-là. De fait, elles n'y accèdent pas ou quasiment pas. Donc, le genre, en fait, il est là aussi. C'est comment on arrive, c'est à la base, comment on arrive à construire ces relations syndicales transnationales. Euh, et pourtant, elles sont allées à la rencontre des syndicalistes, parce qu'elles se sont dit, bah, si c'est pas possible de construire dans les espaces de l'UGTT ces relations syndicales transnationales, elles sont passées par d'autres biais, elles ont contourné, elles ont été financées par les comités de soutien pour venir en France, elles sont allées à la rencontre des syndicalistes, elles ont demandé, la plupart n'ont pas voulu se déplacer. La plupart n'ont pas voulu se déplacer, donc on peut appeler ça, je ne sais pas, rapport Nord-Sud, si on veut. N'importe. Mais ils n'ont pas voulu se déplacer. Les seuls qui ont souhaité rencontrer les syndicalistes de l'UGTT, donc ces femmes-là, c'est quelques syndicalistes CGT de Electronica. Tout ça est très, enfin voilà, je n'invente rien, hein, c'est comme ça. Et ça a quand même permis voilà, un soutien à la base assez important de ce syndicaliste qui n'a pas forcément été très soutenu par sa section, mais qui n'a pas été non plus empêché par sa section de faire ce qu'il avait envie de faire. Et ça a permis à la mobilisation quand même enfin, d'avoir un appui très très conséquent au sein de cette structure syndicale-là. Je ne sais pas, je peux encore dire tout un tas de choses, mais je ne sais pas. Si on va peut-être conclure à la salle, comme ça te permet. La discussion à la salle, donc Ah oui, juste, je termine juste, et justement, c'est ce que dit Aurélien sur. Je le questionne en fait aussi, enfin, je ne le prends pas brut en fait, de reportage, son extrait d'entretien, je le mets là pour voir lui comment il perçoit ce qui se passe dans sa section syndicale. Mais en fait, je questionne quand même pas mal ce qu'il dit dans le papier, je pense.